Bonjour à tous, bienvenue sur la colline des Muses. Comme vous le savez peut-être, si vous suivez ma chaîne, j'ai réalisé il y a quelques temps 3 vidéos sur Sparte. À travers ces 3 vidéos, j'ai voulu revenir sur l'histoire de cette puissante cité. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite vidéo bonus. L'idée, ça n'est pas de parler de l'histoire de Sparte ici, c'est plutôt de vous présenter certains détails étonnants sur la citoyenneté et même sur les institutions et peut-être aussi plus largement le fonctionnement de l'État spartiate. En effet, bien qu'elle soit une cité grecque à part entière, Sparte avait un fonctionnement assez étonnant qui faisait même l'admiration des Athéniens. Alors, il y a un premier point sur lequel je voulais revenir, c'est la citoyenneté. Alors vous savez, la citoyenneté en Grèce antique, c'est quelque chose de très important. Seuls les citoyens participent effectivement à la vie de la cité, à la vie politique, j'entends, et en général, on distingue facilement ceux qui sont citoyens de ceux qui ne le sont pas. Vous savez peut-être qu'à Athènes, vous aviez donc les citoyens qui étaient les hommes athéniens, les femmes et les enfants étaient exclus de la citoyenneté, et ensuite on avait les métèques, qui étaient donc des étrangers, et puis une myriade d'esclaves qui permettaient à la cité de fonctionner. Eh bien, à Sparte, ça ne se passait pas exactement comme ça. Les choses étaient en réalité beaucoup plus compliquées. En fait, on avait beaucoup de types d'hommes à Sparte. Alors, le vrai citoyen spartiate, le spartiate de plein droit, on l'appelait au pluriel les homoioi, ce qui signifie à peu près les égaux. C'est comme ça que les Spartiates se désignaient. Et c'était les seuls vrais citoyens. Et ensuite, on avait des égaux, donc des homoioi, mais qui avaient perdu une partie de leurs droits civiques. Donc ça n'était pas vraiment des citoyens de plein droit. Alors il y avait plusieurs manières de perdre une partie de sa citoyenneté à Sparte. Ça pouvait être par sa propre faute, mais on pouvait aussi payer les erreurs de sa famille. Ensuite, on avait les périèques. Donc les périèques, c'est ceux qui habitaient les régions du pourtour de Sparte. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais expliqué que Sparte était de très très loin la plus grande de toutes les cités de la Grèce antique. Et donc, aux limites de Sparte, vous aviez des cités périèques qui étaient des vassales. Mais, et là c'est quelque chose d'important, les périèques étaient des hommes libres. Et donc, les Spartiates d'un côté, donc les égaux, et les périèques de l'autre, formaient ce qu'on appelait les Lacédémoniens. Vous avez peut-être entendu parler de Lacédémone, c'est un terme qui est souvent perçu comme étant un synonyme de Sparte. Ce n'est pas exactement le cas. Effectivement, on peut dire que Lacédémone englobe Sparte, mais vous voyez qu'en réalité, ça désigne quelque chose de particulier. En fait, c'est un ensemble. Donc vous le savez aussi, les Spartiates, comme toutes les cités grecques, je pense, avaient des groupes serviles qui étaient à leur service. Et à Sparte, on les appelait les Zelotes. Donc vous voyez, il y avait quand même des différences assez marquées. On peut aussi noter que la position de la femme à Sparte était quand même beaucoup mieux qu'à Athènes. À Athènes, honnêtement, la place de la femme n'était pas très enviable. Elle n'avait quasiment aucun droit. Évidemment, elle était exclue de la citoyenneté. Elle était simplement requise pour certains rituels religieux et évidemment pour transmettre la citoyenneté. Mais malheureusement, c'était à peu près tout. À Sparte, c'est quand même pas tout à fait pareil. Déjà, les femmes ont plus de liberté de mouvement. Elles ne sont pas cloîtrées dans un gynécée comme à Athènes. Et en plus de ça, elles jouissent quand même d'une meilleure considération, notamment parce que la citoyenneté étant si importante à Sparte, on considère évidemment que les femmes ont une vraie importance dans la cité. Et puis, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais sachez aussi que c'était quand même plus fréquent pour des femmes spartiates de récupérer des héritages, au moins une partie des héritages de leur père, et qu'on avait à Sparte toute une classe de femmes veuves qui avaient une relative autonomie. Donc c'est quand même aussi une différence.
Mais je pense que la véritable spécificité de Sparte, de l'État spartiate, terme un peu anachronique mais qu'on va utiliser par facilité, c'est vraiment au niveau des institutions. En particulier à l'époque classique, puisque à l'époque classique, les institutions ont eu le temps de maturer. Elles sont arrivées à un point de croissance optimal avant les crises qui vont suivre à la fin de l'époque classique, et puis ensuite dans les siècles précédents jusqu'à la conquête romaine. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur les institutions spartiates, c'est qu'elles sont en fait un ensemble, un équilibre entre différents pouvoirs. Pour faire simple, les Spartiates ont pris le meilleur de plusieurs systèmes de gouvernement, les ont contrebalancés les uns avec les autres pour éviter qu'il y ait trop d'abus, et ont essayé comme ça de créer un équilibre politique très fragile, mais bon, c'était quand même un chef-d'œuvre qui était admiré notamment du point de vue d'Athènes, et donc on avait plusieurs institutions remarquables à Sparte. Alors, on avait tout d'abord l'Apella. C'est l'assemblée créée quand les égaux se rassemblent. Donc en fait, elle existe dès que les égaux, les vrais Spartiates, sont ensemble. Elle est convoquée à date fixe, et donc j'insiste dessus, il n'y a que les citoyens de plein droit qui peuvent y siéger. Les citoyens qui ont perdu une partie de leurs droits civiques ne peuvent pas y aller. Alors, à l'Apella, on discute notamment des projets qui ont été mis en forme par la Gérousie, je reviendrai, et on présente donc ces projets-là à l'Apella. Mais là où c'est assez amusant, c'est que l'Apella devait approuver ces projets sans les débattre. Les amendements étaient proposés par les efforts, sur lesquels je reviendrai aussi, et le vote favorable ou défavorable qui était proposé par l'Apella ne liait pas les gérontes, qui pouvaient déterminer que le peuple s'était trompé. Alors, vous allez me dire que, dit comme ça, ça a l'air d'être une arnaque, mais sachez que les gérontes n'ont utilisé cette disposition qu'une seule fois au IIIe siècle. Ce qui veut dire que malgré tout, bien qu'en théorie l'Apella n'ait pas réellement de pouvoir, son vote favorable ou défavorable était quasiment systématiquement pris en compte. L'Apella faisait également les efforts, c'est elle qui élisait les efforts. Malgré tout, Aristote estime que son pouvoir est trop faible pour être considéré comme une composante démocratique du régime. Bon, c'est un point qui se discute, comme vous avez pu le voir. Ensuite, on avait les deux archagétai, qui est le mot grec au pluriel qui pourrait signifier régent ou encore fondateur, mais certainement pas roi, comme on le voit assez souvent dans la bibliographie, puisque les Grecs n'aimaient pas trop la monarchie. Les deux régents étaient pris dans les deux familles qui étaient censées descendre d'Héraclès, d'Hercule si vous préférez, et ces deux familles c'était évidemment les Agiades d'un côté et les Eurypontides. Alors, les régents, les archagétai, c'est une institution spartiate très ancienne. Leur pouvoir est déterminant dans le domaine de la guerre et de la religion. Jusqu'au 5e siècle, c'est eux qui décident de la guerre, et ensuite, cette guerre doit quand même être votée par l'Apella. Néanmoins, c'est eux qui restent les organisateurs des opérations militaires et qui peuvent aussi décider de conclure les trêves. Ensuite, nous avions la Gérousie. Donc la Gérousie, c'était une petite assemblée, beaucoup plus petite que l'Apella, dans laquelle on ne comptait que 28 hommes, dont les deux régents qui en faisaient également partie de droit. Et donc les gérontes, qui formaient donc la Gérousie, avaient plus de 60 ans, et ils étaient élus à vie après un acte de candidature. Et en général, on choisissait les gérontes en fonction de leur qualité militaire. Donc on prenait, pour faire simple, les Spartiates qui avaient été le plus braves et courageux au combat, qui n'avaient pas démérité durant leur vie et qui s'étaient montrés dignes de recevoir les lauriers de la cité. La Gérousie était une institution très importante car c'était le seul groupe à avoir l'initiative des lois et à pouvoir les préparer. Elle avait également, comme nous l'avons vu, un droit de veto sur l'Apella, bien que dans les faits, elle ne l'ait que très très peu utilisé. Et elle s'occupait de la politique intérieure. Et dans certains cas, elle pouvait également prendre la forme d'un tribunal extraordinaire
et juger les régents. Et enfin, on pourrait citer l'institution la plus étonnante, les éphores. Donc les éphores, c'était des magistrats qui étaient très anciens, qui existaient avant la réforme de Lycurgue. Vous savez, Lycurgue, je vous en avais parlé dans les vidéos sur Sparte, c'est ce réformateur mythique de Sparte qui lui a donné la grande rétra, cette loi non écrite, cette loi orale, transmise, et qui est en fait au fondement de Sparte. Alors, quel était exactement le rôle de ces éphores ? Eh bien, ils devaient équilibrer le pouvoir des régents. Ils étaient élus pour 1 an par l'appellat et ils n'étaient pas rééligibles. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient exercer cette magistrature qu'1 an et qu'une seule fois dans toute leur vie. En sortie de charge, ils devaient rendre des comptes à leurs successeurs et ils étaient garants de ces comptes sur leur vie. Parmi leurs prérogatives, on peut nommer la surveillance des régents, le pouvoir d'infliger des amendes, des peines de prison, des exécutions, dont le déclenchement de la cryptie, qui est quelque chose de très étonnant, sur lequel je pense que je reviendrai dans une autre vidéo, parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps à développer, mais si vous voulez, la cryptie, c'est un état, un passage dans la vie du jeune Spartiate, mais qui n'est réservé qu'à un très très petit nombre de futurs guerriers. Alors, les éphores s'occupaient aussi des affaires étrangères, ils exécutaient les décisions de l'appellat qu'ils présidaient, ils pouvaient aussi ordonner la mobilisation et prendre des décisions urgentes. Donc il y en avait 5, qui d'ailleurs n'étaient pas forcément choisis parmi les familles les plus riches. C'était des familles honnêtes, respectables, de Spartiates, de plein droit, il y a là-dessus pas de problème. Mais voilà, c'était pas forcément les plus fortunés. Et un de ces 5 éphores donnait son nom à l'année. Voilà, et bien écoutez, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous donner quelques détails complémentaires sur Sparte. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça m'intéresse. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la colline des Muses. N'hésitez pas à vous abonner, si vous le souhaitez évidemment, à partager, à commenter, puisque ça m'aide évidemment pour le référencement. Je vous rappelle à nouveau que si vous cherchez une lecture pour l'été, vous pouvez vous procurer mon premier roman, Les Chevaliers Errants. Je vous mettrai quelques liens en description. Et quant à moi, eh bien, je vais vous préparer une vidéo un peu particulière qui sera la dernière pour un bon moment sur Sparte, où je voudrais en fait revenir un peu sur tout ce que je vous ai dit, mais d'une manière inédite, en tout cas pour cette chaîne. Voilà, à très bientôt.